L'offensive diplomatique de Poutine s'est effondrée et l'économie russe est en train de s'effondrer sous nos yeux. La situation est tellement grave que même le Kremlin se prépare à un effondrement des recettes budgétaires. Tout cela grâce aux sanctions américaines. La crise a commencé par un appel à la paix raté entre le ministre russe des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain. Les exigences excessives de la Russie ont forcé le président Trump à annuler le sommet Trump-Poutine à Budapest. Quelques jours après cela, les États-Unis ont imposé des sanctions sans précédent, que les médias d'État russes qualifient de déclaration de guerre. Après, Poutine est devenu plus désespéré. Il a envoyé son bras droit, Kirill Dmitriev, aux États-Unis avec pour seule mission de supplier pour obtenir la clémence. Mais les choses ne se passent pas exactement comme il l'espérait. Le président Trump vient d'annoncer publiquement qu'il n'a aucune intention de rencontrer Poutine à moins que la Russie ne veuille signer un accord de paix. Écoutez bien. Qu'attendez-vous de la Russie pour reprogrammer la rencontre? Je vais devoir savoir qu'on va conclure un accord. Je ne vais pas perdre mon temps. J'ai toujours eu une bonne relation avec Vladimir Poutine, mais cela a été décevant. Je pensais que cela serait réglé bien avant la paix au Moyen-Orient. Je veux dire, nous avons l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'était très difficile. Poutine m'a dit au téléphone, « Mon garçon, tout le monde a essayé sans succès. Moi, j'y suis arrivé. » Toi et d'autres. Si tu regardes l'Inde et le Pakistan, je pourrais dire que presque n'importe lequel des accords que j'ai déjà conclus, je pensais qu'il aurait été plus difficile que la Russie et l'Ukraine. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Il y a une profonde haine entre Zelensky et Poutine. Les gars, c'est Sam du futur, dimanche matin. Et le secrétaire au Trésor Scott Bessent vient de dire ce que je disais dans la vidéo d'hier soir. Qu'un propagandiste russe n'admettra jamais que les sanctions nuisent à l'économie russe. Écoutez-le, il a utilisé ces mots précis, propagandiste russe. Je veux vous demander, les États-Unis ont sanctionné les principales compagnies pétrolières et gazières de la Russie cette semaine. Mais l'envoyé de Vladimir Poutine, qui est ici aux États-Unis, Karol Dmitriev, je sais que vous le connaissez, a déclaré que les sanctions n'auront, je cite, absolument aucun effet sur l'économie russe. Elles entraîneront simplement une hausse des prix à la pompe aux États-Unis. Dmitriev a-t-il tort? Quand la Russie ressentira-t-elle vraiment la douleur? Eh bien, je pense que la Russie va ressentir la douleur immédiatement. Je peux vous dire que nous l'avons déjà constaté. L'Inde a complètement arrêté ses achats de pétrole russe. Beaucoup de raffineries chinoises se sont arrêtées. Et Marguerite, allez-vous vraiment publier ce que dit un propagandiste russe? Je veux dire, qu'est-ce que vous attendez d'autre de lui? Ça? Oh, ça va être terrible et ça va amener Poutine à la table des négociations, bien sûr. L'économie russe est une économie de guerre. La croissance est pratiquement nulle. L'inflation, je crois, dépasse 20%. Et tout ce que nous faisons va amener Poutine à la table des négociations. C'est le pétrole qui finance la machine de guerre russe. Et je pense que nous pouvons porter un coup important à ses profits. J'ai remarqué un certain bruit concurrent autour de vous. Mais pour être clair, Dmitriev est aux États-Unis parce que les sanctions contre lui ont été levées afin qu'il puisse tenir des réunions ici, y compris avec l'envoyé du président Trump, Steve Witkoff. Quand vous dites que c'est un propagandiste, pensez-vous qu'il ne faut rien écouter de lui? Que pensez-vous qu'il va lui arriver s'il rentre chez lui et dit « le bon Dieu » ? Et s'il avait dit à la télévision « c'est terrible, le président Trump vient de faire la bonne chose ». C'est une campagne de pression maximale qui va fonctionner. Marguerite, qu'est-ce qu'il va dire? Bien sûr, il va dire ça. Si vous passez en revue tous les arguments russes, il semble utiliser le mot « nous avons immunisé l'économie contre cela ». Eh bien, ils n'ont pas immunisé l'économie. Leurs revenus pétroliers ont baissé de 20% d'une année sur l'autre. Je soupçonne que cela pourrait les faire baisser encore de 20 ou 30%. Donc, vous savez, encore une fois, le président Trump a été critiqué pour ne pas en avoir fait assez. Il prend cette mesure audacieuse et ensuite vous citez un propagandiste russe. Incroyable que cela soit arrivé à la télévision nationale. Et nous avions le secrétaire au Trésor, qui disait au monde entier qu'on ne peut pas défier Poutine si on vient de Russie. Sinon, vous partez par la fenêtre. Oui, c'est arrivé il y a 1 heure. Je voulais vous le montrer. Revenons à la vidéo.
Pour contexte, Trump et Poutine ont convenu lors d'un appel la semaine dernière d'un sommet pour la paix à Budapest. Avant ce sommet, cependant, le ministre des Affaires étrangères russe et le secrétaire d'État Marco Rubio ont eu un appel, essentiellement pour trouver comment parvenir à la paix. Quel accord la Russie accepterait-elle ? Cet appel ne s'est pas passé comme elle l'espérait. Lors de cet appel, le ministre russe Sergueï Lavrov a déclaré qu'il ne changerait aucune de leurs exigences. Ils veulent que l'Ukraine se rende. Après cet appel, la réunion et le sommet pour la paix ont été annulés, et les États-Unis ont annoncé des sanctions inédites. Je suis certain que tout le monde connaît déjà les sanctions. Depuis leur annonce, l'économie russe subit la pression. Écoutez simplement ce que rapportent les journaux russes. Que rapportent les journaux russes à ce sujet ? Rossiyskaya Business Gazeta. Pour la première fois sous le second mandat de Donald Trump, les États-Unis ont sanctionné la Russie. Les entreprises inscrites sur la liste noire représentent 50% de la production pétrolière russe. Ces sanctions pourraient avoir un impact sur les exportations, le budget de l'État, la valeur du rouble. Un économiste déclare au journal que les compagnies pétrolières russes se sont en grande partie adaptées aux sanctions et ont trouvé différentes façons de contourner les restrictions. Cependant, si l'Inde réduit la quantité de pétrole russe qu'elle achète, il faudra trouver d'autres marchés. Et rien ne garantit que la Chine accepterait d'acheter tout le volume perdu. Dans l'ensemble, les sanctions auront un impact négatif sur l'industrie pétrolière russe, reconnaissent les experts. Eh bien, un jour après l'annonce des sanctions par le président Trump, des sources indiennes ont indiqué qu'elles réduiraient les importations de pétrole russe. Juste la nuit dernière, samedi soir, Reliance, la plus grande entreprise privée d'Inde et principal acheteur indien de pétrole russe, a annoncé qu'elle respecterait les sanctions occidentales. Ce qui signifie qu'ils ne veulent pas acheter de pétrole russe. Et ce ne sont pas que des paroles, en fait. Les actes suivent aussi. La société indienne achète désormais du pétrole du Moyen-Orient au lieu du pétrole russe. Et c'est un énorme coup dur pour Poutine, car l'Inde importait 37% du pétrole russe destiné à l'exportation. Et maintenant, Poutine n'a plus personne à qui vendre. Même si la Chine achète un peu plus avec une remise de Poutine, elle ne peut remplacer tout le marché indien. Et ça, c'est quelque chose que Poutine sait, et c'est quelque chose que les Russes savent. C'est pourquoi un commentateur à la télévision russe a affirmé que les sanctions étaient pires que les armes fournies par les États-Unis à l'Ukraine. Regardez, le propagandiste russe Sergueï Mordani a dit « Compte tenu de l'importance des revenus pétroliers pour notre pays, les sanctions imposées par l'Amérique contre deux des plus grandes compagnies pétrolières russes sont pratiquement équivalentes à une déclaration de guerre. C'est plus dangereux que les armes que l'Ukraine reçoit. » Selon le célèbre proverbe, pour gagner une guerre, il faut de l'argent, toujours de l'argent. C'est justement le but des sanctions, raison pour laquelle les Russes les jugent plus dangereuses que les armes. Ces sanctions sont si sévères que même le Kremlin redoute un effondrement des recettes budgétaires à cause d'elles. Et les deux entreprises que Trump a ciblées, eh bien, elles ont perdu des milliards de dollars rien que ces derniers jours. C'est exactement pourquoi le bras droit de Poutine, Kirill Dmitriev, est venu aux États-Unis quelques jours seulement après l'annonce des sanctions. Mais il semble qu'il soit venu ici pour dire à tout le monde, à tous les citoyens américains, que les sanctions ne sont pas vraiment un problème, qu'elles ne nuisent pas du tout à l'économie russe. Écoutez ceci, mais Maintenant, vous le faites. arrive au milieu. Frustration croissante des États-Unis face au refus du Kremlin de stopper la guerre en Ukraine. Qu'espérez-vous obtenir de la rencontre avec Steve Witkoff demain? Allez-vous demander un allègement de ces nouvelles sanctions? Qu'allez-vous lui dire? Non, Jake, merci de m'avoir invité. Je pense aussi que le dialogue est important. Seul le dialogue permet de résoudre les conflits. Il est important de comprendre la position et les préoccupations de sécurité de la Russie. Les sanctions ne sont vraiment pas un si grand problème. Le président Poutine a mentionné hier 2 points. Il a dit que la Russie n'agira jamais sous la pression. Et deuxièmement, ces sanctions ne feront qu'augmenter les prix du pétrole dans le monde, ce qui entraînera des prix élevés de l'essence aux États-Unis. La Russie vendra peut-être moins de pétrole, mais à un prix plus élevé. Exactement, les gars. Je me suis précipité de Russie aux États-Unis quelques jours après les sanctions, car elles ne font vraiment aucun mal. Ce n'est pas un gros problème. J'ai l'air nerveux, mais je ne le suis pas. Faites-moi confiance, c'est tout. Ces sanctions ne sont pas un réel problème. Vous devriez peut-être simplement les retirer, comme il le faisait à chaque interview. Hier, il est passé sur toutes les grandes chaînes d'information américaines, répétant toujours la même chose. Même ces interviews ne se sont pas déroulées comme prévu.
Parce que lors de l'une de ses interviews, il a été confronté aux crimes de guerre russes en Ukraine et on lui a présenté des preuves vidéo. Voici comment il a réagi. Le président Trump a exprimé sa frustration envers Poutine. Il a raconté avant le sommet en Alaska comment il avait dit à sa femme, la première dame Melania Trump, qu'il venait d'avoir une bonne conversation avec Vladimir Poutine. Puis Melania a dit « Oh, la Russie vient de bombarder une maison de retraite ». Et cela a révélé le fossé entre les paroles de Vladimir Poutine à l'égard du président Trump et ses actes. Pouvez-vous comprendre pourquoi le président Trump est frustré ? Je pense que l'armée russe, et je précise que je ne suis pas militaire, mais spécialisé en économie et investissement, l'armée russe affirme ne viser que des cibles militaires. Et d'ailleurs, c'est très différent de certaines guerres menées dans le monde, où il y a beaucoup plus de victimes civiles. Donc je pense que ce n'est qu'à présent que toutes les complexités du conflit émergent. Il est essentiel d'avoir les bons récits et de les comprendre. Par exemple, beaucoup de personnes russophones dans la région du Donbass ont en fait été attaquées à l'origine par les forces ukrainiennes au début. Je pense que nous souhaitons tous une résolution diplomatique de ce conflit et des compromis acceptables pour tous. Je comprends certaines frustrations, mais il y a aussi beaucoup de désinformation sur la situation. Donc merci Jake de m'avoir permis au moins de partager une partie de la position russe. Eh bien, Monsieur, avec tout le respect, je suis allé en Ukraine depuis le début de la guerre. J'ai vu des immeubles d'habitation rasés, pas seulement des cibles militaires. Plus tôt cette semaine, une maternelle de Kharkiv a été bombardée. Je veux dire, il n'est pas vrai que la Russie ne vise que des cibles militaires. Il y a des cibles civiles partout en Ukraine qui sont visées. eh bien sûr, la Russie ne vise pas les maternelles et il faut demander à notre armée pour connaître la situation précise. Il y a beaucoup de choses malheureuses et chaque victime est une tragédie. C'est pourquoi nous voulons mettre fin à ce conflit le plus tôt possible. Alors pourquoi pas? La position actuelle est que des cibles militaires sont attaquées. Les roquettes de la défense aérienne ukrainienne atteignent parfois leurs cibles, mais ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas militaire. Je travaille simplement à instaurer un dialogue et à m'assurer que le conflit prenne fin le plus rapidement possible. Comme l'a dit un jour Bill Burr, il est difficile de mentir sur ces crimes de guerre quand ils ont été filmés. Et malheureusement pour les Russes, les crimes de guerre russes ont été filmés. On peut voir un drone entrer dans une maternelle à 10h30 du matin en Ukraine. Et puis les enfants sont restés coincés sous les décombres. Heureusement pour nous tous, personne n'a été tué. Mais voici les conséquences, après qu'un des enfants ait été secouru des décombres. C'est bouleversant d'entendre des enfants appeler leur mère après ce qu'ils ont vécu. Écoutez. Tu es un idiot, tu es un idiot. Donne-moi tes mains. Je suis... Pour venir te chercher. Je viens te chercher. Nous allons venir te chercher, maman. Viens ici. Je viens vers toi. Je viens vers toi. J'y vais, je viens te chercher. Je vais venir te chercher. Allez. Tout ira bien. On t'appellera, d'accord? Oui. Où vas-tu? Il est entier. Oui, il l'est. Allez, ça ira. Je vais t'attraper. Will, merci beaucoup. Merci beaucoup. Malheureusement, ces crimes de guerre continueront probablement. Nous avons observé cette tendance ces dernières années. Chaque fois que la Russie rencontre des difficultés sur le champ de bataille, chaque fois que la Russie ressent une pression diplomatique ou économique de la part des alliés de l'Ukraine, elle ne fait qu'intensifier sa guerre contre les civils ukrainiens. Ils font maintenant quelque chose de difficile à comprendre. Malheureusement, je suis triste de dire que ce n'est pas nouveau. Je suis certain que la première dame l'a dit, mais la Russie a enlevé de force des enfants ukrainiens. Ils ont forcé le transfert de plus de 30 000 enfants ukrainiens des régions occupées vers toute la Russie. Ils les ont simplement donnés à des familles au hasard qui voulaient un enfant. Aujourd'hui, dans ces familles,
Les enfants doivent renoncer à leur identité ukrainienne et sont forcés de haïr l'Ukraine. Quand l'Ukraine réclame le retour des enfants, disant « Rendez-les, c'est un crime de guerre, un crime humanitaire ». Si ce mot existe, Poutine dit juste qu'ils ne le font pas. Nombreux sont ceux qui oublient que Poutine est recherché par la Cour internationale de justice pour ses actions en Ukraine. Il a ce mandat à cause de l'enlèvement d'enfants. Même la Cour internationale est d'accord pour dire que ce que fait la Russie n'est pas bien. Et le but de tout cela, c'est que la Russie veut simplement effacer l'identité ukrainienne. Ils n'ont pas peur d'en parler publiquement à la télévision. Ce clip que vous allez voir a été diffusé hier. Ce ne sont pas le genre de personnes qui... Ils sont en colère? En guerre, la victoire ne revient ni à l'un ni à l'autre, mais aux furieux qui brisent la volonté de résister. Alors je vais répéter encore une fois, nous avons enfin commencé à les pousser en enfer. Il n'y aura pas de vie à Kharkiv, ni à Poltava, ni à Mykolaïev, ni à Odessa. Ces villes n'existeront pas, pas plus que Kiev. Si les civils ne réalisent pas qu'ils ont été élus, Si les civils ne réalisent pas qu'ils ont été choisis comme matériel jetable et ne renversent pas leurs dirigeants nazis, et s'ils n'ont pas de force, quittez au moins ces villes. Comprenez que vous êtes utilisés comme boucliers humains. Si vous ne pouvez pas partir, désolé. Je rappellerai le sort de Sodome et Gomorrhe. Il y avait sûrement aussi des habitants là-bas qui ne pouvaient tout simplement pas partir, qui étaient forcés de vivre comme tout le monde. qu'ils ne pouvaient tout simplement pas partir. Ils étaient forcés de vivre. Il parle publiquement de génocide à la télévision nationale avec un large soutien. Ce n'est pas seulement la guerre de Poutine. De nombreux Russes soutiennent ses actions en Ukraine. C'est la réalité de notre monde. C'est exactement pour cela que je pense qu'il faut être fort dans un monde comme celui-ci, où des gens comme Poutine sont vivants et au pouvoir. Si les États-Unis n'avaient pas une armée puissante, la Russie tenterait ici ce qu'elle fait en Ukraine. L'impérialisme russe est sans limite, et Poutine a affirmé publiquement que la Russie n'a pas de frontières. La seule chose qui arrête la Russie, c'est la force des autres armées, et c'est pourquoi le plus grand moyen de dissuasion contre les attaques russes est une armée forte. Et j'espère que nous pourrons simplement aider l'Ukraine à obtenir cela pour qu'elle puisse gagner cette guerre. C'est tout ce que j'ai pour vous, aujourd'hui. Si vous avez aimé ces mises à jour, abonnez-vous ci-dessous. Nous visons 2 millions d'abonnés avant la fin de l'année.